Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Donc nous allons y aller pour le forum de ce lundi 12 juin 2023. Mes invités sont déjà en plateau. Je vais commencer par présenter le docteur Paul-Marie Ouessou, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Julio Tometti, analyste politique, juriste également. Bonsoir. Et un homme qui nous vient de loin, Sophonie Jette-Koboulé, économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées. On va dire ce soir depuis Cotonou. En effet, bonsoir. Je suis ravi d'être sur le plateau physiquement. Physiquement, pour une fois. Voilà. Alors, nous allons y aller très rapidement avec le premier sujet. Nous allons parler de cette suppression de la subvention au carburant qui perturbe quelque peu la chaîne de valeur de ce produit essentiel. Nous en subissons le contre-coup depuis quelques semaines déjà. Et aux dernières nouvelles, le président nigérien ne compte pas revenir sur sa décision et d'ailleurs milite tous les corps sociaux pour en tout cas avoir du renfort. Hier c'était avec les dignitaires religieux. Apparemment il a réussi à convaincre voilà les différents syndicats qui attendent les mesures d'accompagnement pouvant permettre de passer ce cap. Déjà, est-ce que cette décision vous surprend? Pas la décision de la suppression de la subvention, mais ça fait peut-être 2 ou 3 fois que le président Tinubu répète à qui veut l'entendre qu'il ne reviendra pas sur sa décision. Moi, je voudrais d'abord dire que ce n'est pas une décision qu'il a prise. Hein. En fait, il a fait une annonce. Il n'a pas pris une décision. Non, je voudrais vous expliquer. Allez-y. En fait, les subventions sur le pétrole avaient été déjà supprimées avant lui, pas Boari. Oui, mais en temps il est revenu. Sans qu'il ne l'annonce. Non, mais en fait, il n'est pas revenu sur sa décision. Le Boari a pris un acte pour créer ce qu'ils appellent le PIA. Donc, c'est la loi qui régit désormais le secteur du pétrole. Oui. Et à l'issue de cette loi, il y a un certain nombre de choses à faire dans le secteur pour assainir le secteur, dont la création du CCP, du NNCP. Oui. Du NNCP. NNPC qui dirige. NNPC, oui, voilà. En fait, la principale pétrolière de gestion. Voilà. Bon, une fois que cette entreprise a été créée, l'État s'est dégagé de tout ce qui est pétrole et s'est déchargé sur l'entreprise. En fait, depuis février 2022, l'entreprise donnait le pétrole au marché sur la base de prix subventionnés, sans entrer dans les fonds de subvention. Qui plus est, le budget 2023 ne comporte pas de ligne pour la subvention. Donc, la subvention était déjà supprimée. En plus de ça, Tinubu, autant Tinubu que Atiku, que Obi, ont tous dit qu'ils vont supprimer les subventions sur le pétrole. Donc, en fait, les faits étaient déjà là. Donc, lui, il est venu, il a annoncé ce qui était déjà sur place. Ce qui entraîne des conséquences sur le pouvoir d'achat. Et donc, il faut maintenant revoir la question du pouvoir d'achat et faire de sorte que les Nigériens se sentent un peu plus à l'aise. Donc, nous ne sommes pas dans la situation souvent répétée au Bénin ici où, quelque temps, on a suppression des subventions, les syndicats se mobilisent et puis bon, on revient au prix normal. Ça ne reviendra plus au prix normal. Voilà. Sinon que ça va revenir, ça va fluctuer. Voilà. Juste pour compléter les précisions du docteur Paul-Marie Ouessou, effectivement, le président Boari, la seule nuance, a laissé la latitude au président entrant de prendre les décisions qu'il faut. Parce que, comme vous le dites, ça n'a pas été acté dans le nouveau budget, quitte à l'administration un peu, c'est à l'anglo-saxonne. Sur ces questions importantes, comme aux États-Unis aussi, on laisse le président entrant, surtout quand on est dans le dernier mois ou les 2 derniers mois, de ne pas prendre des décisions pouvant aller... Qu'est-ce que vous pensez de cette posture du nouveau président nigérien? Tout à fait. Alors, d'abord, je souscris à ce qu'a dit le professeur. Et je pense que
effectivement, les subventions sur le papier, théoriquement, doivent continuer jusqu'à fin juin. Sur le papier. Effectivement, le président entrant avait la latitude, avait le droit de continuer la subvention, cette politique de subvention, ou d'y renoncer. Et comme le soulignait le professeur tout à l'heure, tous les candidats, les 3 grands candidats avaient annoncé, n'est-ce pas, qu'ils allaient supprimer, en tout cas entériner la tendance de la fin des subventions. Voilà. Donc, pour une fois, l'on a l'habitude de jeter les politiciens, les hommes politiques en pâture, comme quoi ils ne seraient pas des gens qui tiennent leur parole. Pour une fois qu'un homme politique tient sa parole, c'est-à-dire en campagne, il dit ça sera la fin des subventions, il prend le pouvoir, c'est vraiment la fin des subventions. Donc pour le coup, on ne peut pas le taxer d'avoir avancé masqué. Ça, on ne peut pas. Donc il y a une espèce de courage politique qu'il faut saluer. Et puis je trouve que économiquement, ça fait sens aussi. Alors, vous savez, la grande loi en économie, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Oui. Bon. Ce qu'on voit, effectivement, c'est le fait que l'essence a fait x3. Pratiquement, oui. Oui. Pratiquement x3. Oui. Et donc, les Nigériens sont vent debout, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais on revient simplement à la vérité des prix. Et vous savez, les Allemands ont l'habitude de dire, vaut mieux la fin de l'horreur que l'horreur sans fin. Donc, on a dit, il faut revenir à une forme de vérité des prix pour que, comme dans tous les autres secteurs de l'économie, que le prix soit déterminé par le marché. Le marché. C'est aussi simple que ça. Donc, on revient à la vérité du marché. Et puis, soit dit en passant, on ne peut pas continuer à afficher des ambitions écologiques comme le fait le Nigeria et continuer à subventionner les énergies fossiles. Donc, et soit on met en cohérence la fin des subventions, donc la façon dont on traite les énergies fossiles avec l'ambition affichée de lutte contre le changement climatique et au fond de préservation des aménités environnementales, soit on décide, n'est-ce pas, de faire une espèce de mélange de politique publique qui n'a aucun sens. Donc, d'abord, courage politique, 2, cohérence économique et écologique, et puis une forme de justice aussi, au nom de quoi le contribuable nigérian financerait la consommation en énergie fossile d'un milliardaire nigérien. Parce que quand on subventionne, le problème c'est qu'il n'y a pas de discrimination à la pompe. Voilà, à la pompe. Donc, que je sois milliardaire ou millionnaire ou multimillionnaire, eh bien, je suis subventionné comme tout le monde. Au nom de quoi? Au nom de quelle justice? En fait, ça n'est pas juste. Si on veut vraiment, et ça je peux l'entendre, en termes de politique sociale, dire il y a des Nigériens qui sont en difficulté. On ne peut pas laisser le prix faire x3 pour eux. Dans ce cas, on imagine des politiques publiques, et moi j'ai un exemple. Alors, ils peuvent passer après pour que je facture mes services de conseil. Mais je peux juste donner une idée qui est que on peut tout à fait imaginer des dispositifs comme des chèques énergie pour, on va dire, les plus pauvres. Après, il faut définir la catégorie exactement. Mais on peut tout à fait imaginer des chèques énergie. Un peu comme on fait pour les chèques alimentaires. Un peu comme totalement comme ça, c'est ciblé. Oui. Et le contribuable nigérian ne financerait pas ces multimillionnaires. Oui. Julio, ton métier sur cette question? Je vois deux choses. Vous savez, l'annonce a été plusieurs fois, et déjà, même avant, avant Boiré. Mais chaque fois, en fait, la décision a été confrontée à la révolte populaire d'une certaine façon. Je pense que aujourd'hui, ils ont trouvé en fait le bon bout, c'est de commencer par toucher en fait ce qu'on peut appeler les cibles. Il y a les syndicats, les terres religieuses, les promoteurs de stations, en fait, les couches de la société intéressées fondamentalement par le sujet. Et l'argument, c'est quoi? Nous ne pouvons pas, au-delà de ce que dit M. Koboulé, nous ne pouvons pas continuer à subventionner, d'accord, peut-être les milliardaires, les millionnaires, et plus encore ça, à continuer à subventionner
les pays limitrophes et, le président Toubou n'a pas eu froid aux yeux pour le dire d'une certaine façon. Donc, nous sommes directement indexés. Le Cameroun est indexé. Donc, les pays limitrophes qui bénéficient, comme nous, en fait, ont été cités. Donc, lorsqu'on tient un argument comme ça, un discours comme ça, un discours presque nationaliste, en fait, ça pourrait se justifier. Donc, ça a contribué à apaiser, en fait, les tensions. L'autre chose, il y a une éternelle histoire et, question au Nigeria. En fait, les régions pétrolifères ont toujours dit que la manne du pétrole ne leur profite pas. En fait, ça leur crée tous les problèmes du monde, les problèmes environnementaux, les problèmes de santé, mais ils n'ont pas le retour. Ce sont les zones les plus diminuées, en fait, d'une certaine façon, parce que c'est vrai, quand vous voyez ces zones-là, c'est difficile de faire un certain nombre d'infrastructures d'une certaine façon. Et donc, quand c'est comme ça, ce qui alimente en fait, des poches de résistance, des poches de rébellion, nous en avons connu dans l'histoire du Nigeria d'une certaine façon. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, on va revenir à une sorte de redistribution. Lorsqu'on dit, on supprime les subventions pour mieux financer l'éducation, la santé, d'autres formes, en fait, d'accompagnement du point de vue social aux populations. Je pense que lorsqu'on tient un discours comme ça, en fait, ça doit pouvoir passer. Parce qu'au-delà de tout, ce discours avait un fondement, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas levé du jour au lendemain tous les candidats. Donc c'était déjà une question d'ordre national, en fait, qu'on devait seulement, en fait, que la pilule devient difficile au moment où il faudra l'avaler. Je pense que peut-être d'un moment à l'autre, ils vont trouver, en fait, le bon bout pour que, puisque forcément, qu'on le veuille ou pas, en fait, ça va créer une sorte d'instabilité, en fait, un certain nombre de difficultés pour la classe moyenne et la basse classe, mais ça va finir par se stabiliser quelque peu. Ils trouveront en fait les mécanismes pour pouvoir compenser en fait ce que ça pourrait créer en termes de gaps sociaux aujourd'hui. Voilà, on parle de l'incidence. En même temps, il faut préciser que depuis, on va dire, 20 ans ou un peu plus, tous les candidats au présidentiel ont toujours voulu supprimer. Le seul qui doit, disons, faire contre, comment on dit, qui doit sourire dans son coin, c'est Goodluck Jonathan, parce que quand il a décidé de le faire, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui se sont ligués contre lui. Des mauvaises décisions, mais finalement, ils font la même chose. Ça, c'était pour la parenthèse politique. Maintenant, quelle incidence, on le voit, on le constate pour notre pays et les pays alentours. Quelle est la meilleure façon de nous ajuster? On se dit déjà que bon, le circuit formel, pas grand-chose de change pour le circuit formel, mais on sait tous que la grande consommation dans notre pays est adossée à ce circuit informel, le pailleur qui nous vient du Nigeria. Comment on jugule cette situation? Ben écoutez, je crois qu'on n'a pas autre alternative que de se rabattre sur le circuit officiel de vente de pétrole et je voudrais espérer pour notre pays que très rapidement la raffinerie de Dangote va se mettre en marche et pour peut-être aussi peser un peu sur les prix sur le marché parce que bon il paraît que Boari a dépensé le montant qui a servi à construire la raffinerie de Dangote. Beaucoup plus. Le Nigeria a dépensé environ 45 milliards de dollars pour toutes ces raffineries et aucune n'est, disons, opérationnelle. Non, sur 10 ans, il a dépensé exactement le même montant. Oui, c'est ce que vous dites. Même beaucoup plus. Il y a beaucoup de rapports, beaucoup plus. Oui, sans pouvoir faire chose là. Mais cela est dû justement à plusieurs facteurs. La corruption, les commerçants qui font le lobbying, un certain nombre de facteurs qui font que le pays a souffert jusque-là, mais écoutez, ce que moi j'admire chez ce président, c'est que, et nous allons en souffrir, ça ne fait que commencer, parce que économiquement, il a déjà parlé de faire de sorte à harmoniser le prix du dollar sur le marché informel, autant sur le marché informel que formel. Ensuite, dans le week-end, il a arrêté le président de la Banque centrale. Oui, le gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale et donne des signaux forts dès le départ pour indiquer que ça marche vers la remontée de l'économie nigériane, que
personne ne peut l'arrêter. Et moi, je lui trouve raison parce que, bon, il vient de la France et il a été toujours dit que si le Nigeria est bien géré, le Nigeria va supplanter la France en termes de puissance économique. Et donc, moi, je suis vraiment pour cela. Seulement, lorsque vous vivez à côté d'un riche et que le riche, c'est son mouvement qui détermine le marché, vous allez souffrir si vous n'avez pas vraiment les moyens du riche. C'est pour cela que même cette question d'arrimage de notre économie au Nigeria, c'est une question à repenser vraiment, parce que le riche, lui, va dépenser comme sa poche l'autorise à le faire. Le pauvre n'est pas autant à la hauteur de ce que le riche peut faire dans ses dépenses sur le marché. Alors donc, il y a vraiment une nécessité pour le Bénin. Je ne sais pas, d'aucuns avaient appelé à une conférence économique nationale. Je crois que de plus en plus, il y a une nécessité de réfléchir sur les problèmes économiques du Bénin et surtout notre coexistence avec le Nigeria, qui vraiment, ma foi, ne va nous laisser aucun cadeau. Voilà. Avant de vous poser la même question, en même temps qu'on regarde, on prend cette décision, on peut dire que ces derniers mois, le Nigeria est quand même dans un contexte budgétaire difficile. On parle du dollar. En fait, le marché était quelque peu, avant les élections, en pénurie de dollars. Ça a donné lieu à plusieurs ajustements de la Banque centrale, apparemment, que le président entrant vient de remettre en cause en arrêtant le gouverneur de la Banque centrale. Aujourd'hui, des experts clament que voilà, c'est le Tinubu libéral qu'on connaît, parce que le FMI applaudit, la Banque mondiale applaudit, parce que le FMI l'a demandé demande la fin de la subvention depuis des années. Ça fait quand même 10 milliards d'économies chaque année pour le Nigeria. Oui, tout à fait. D'abord, petite remarque, moi je me rappelle que pendant les campagnes pour la présidentielle, là, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc., les gens parlaient de Sleepy Tinubu. C'est-à-dire, ce sera finalement un président dormant, fatigué, qui ne pourrait rien faire, un papy, etc. Mais le monsieur est solide. Il prend des décisions difficiles, il les assume, il envoie des signaux extrêmement forts. Donc, le fameux Sleepy Tinubu, on ne l'a pas vu. Donc, c'est plutôt un président offensif qu'on a. Donc, ça, c'est pour la petite remarque. Donc, pour revenir sur le fond, comment dire, il va y avoir des difficultés dans le régime transitoire. Ça, c'est sûr. Il va y avoir des difficultés, notamment de pouvoir d'achat, ou en tout cas de déstructuration du système productif. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on aura réaffectation de ressources du secteur A, donc qu'on subventionnait le pétrole, c'est du pétrole, qu'on va réaffecter à d'autres secteurs comme l'éducation, donc en fait il va y avoir une sorte de déséquilibre par rapport au système d'avant. Donc ce qu'on aura, ce n'est pas tellement vu du point de vue macroéconomique, ça ne va pas être un problème de perte de pouvoir d'achat. Ça va être un problème de disproportion temporaire entre différents secteurs. Bon, effectivement, quand on est dans le secteur qui n'est plus subventionné, bon, mais on en souffre un peu plus. Oui, mais encore que les petites et moyennes entreprises, en tout cas, on ne parle pas des grosses mastodontes comme Dangote, Odetola et compagnie. On sait que le Nigeria, c'est des millions de petites entreprises, Lagos, Abuja. Donc, comment en tout cas, cet amas si vital pour l'économie peut s'en sortir quand on passe du simple au triple? Oui, alors, c'est vrai que, et ça vous avez raison, c'est que ça va continuer à faire flamber l'inflation qu'il y a actuellement au Nigeria. Parce que, après tout, l'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est-à-dire que pour déplacer un produit d'un point A à un point B, pour que le supermarché soit rempli, pour que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, si l'énergie coûte plus cher, forcément, l'inflation, ça va continuer à nourrir l'inflation, indéniablement. Mais par contre, la question de quels vont être les effets induits
notamment pour les pays limitrophes, Oui. et donc le Bénin, je pense qu'on surestime totalement l'effet. Parce que moi, ça me fascine quand on me parle du Nigeria comme le grand partenaire commercial du Bénin. C'est pas vrai. Le Bénin est plus dépendant d'un Bangladesh que du Nigeria, par exemple. Mais dans la représentation collective, les gens pensent que le Nigeria pour nous serait plus important que le Bangladesh. Oui, oui, bon. Quand on considère les chiffres macroéconomiques, d'accord. Non. Mais bon, l'informel, quand on prend l'informel, c'est... Le solde commercial entre le Bénin et le Nigeria est de 50 milliards de francs CFA en faveur du Nigeria. Donc, c'est-à-dire, le solde est déficitaire de moins 50 milliards de francs CFA. Donc, ça n'est pas phénoménal en termes d'échange, en termes de... C'est pas phénoménal, en vrai. Donc, c'est que... on surestime à chaque fois le poids du Nigeria dans l'économie béninoise. On a des partenaires commerciaux qui nous sont beaucoup plus importants. Si effectivement le Bangladesh est touché aujourd'hui, oui, on aurait de sérieux problèmes au Bénin. À cause du coton qu'on leur vend. À cause du coton, par exemple. Parce que c'est quand même le principal débouché pour le coton. Et le coton, c'est pas juste le coton. Le coton, c'est 15% du PIB. C'est 2 millions de personnes qui travaillent dans le secteur. C'est un pilier fondamental de notre économie. Donc, si on met à mal le coton, on est le pays à terre. En fait, en tout cas, c'est 15% du PIB qui saute. Donc, encore une fois, moi, je ne vois pas un effet fondamental. Il va y avoir un effet microéconomique localisé, c'est-à-dire les gens qui sont très dépendants du circuit informel de l'essence, etc. Et ça, je ne vois pas non plus comment ça va durer, ça va être transitoire. Et puis, les prix vont se réajuster par rapport... Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que s'il y a un trop grand décalage entre le circuit informel et le circuit formel via les stations, Oui. c'est que les gens vont se rabattre sur le circuit formel. Et le circuit informel va pas... Comment dire, le jeu libre de la concurrence va se réajuster ou disparaître d'ailleurs. Et ça ne serait pas une si mauvaise nouvelle. Julio Tometti. Justement, c'est... Bon, en même temps, on peut déjà observer que beaucoup de gens, qui, en tout cas, ceux qui, parce que intuitivement, c'est tout à fait logique, ceux qui ont l'habitude de s'approvisionner en pailleur, au vu des prix du moment, bon, la station demeure un bon parti. Encore faut-il que le produit soit disponible. Justement, je parlais de cet effet qu'il ne faut pas minimiser. Il faut observer un peu le comportement des gens. Lorsque on a eu des problèmes avec le pailleur, vous allez constater qu'il y a des gens, beaucoup, pour la plupart, ceux qui sont dans l'informel, continuaient de vendre. Quitte à aller prendre à la station, d'accord, à 650, venir mettre ça au bord de la voie, vendre à 700 à 725. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens, je ne parle pas des consommateurs, c'est-à-dire les acteurs de l'informel même, ça constitue en fait une masse de population qui sont dépendants en fait de cette activité. Que lorsqu'on arrive, comme vous le dites tantôt, à faire le jeu, c'est-à-dire on laisse les coûts à la loi du marché pour que tous à un moment donné nous nous reversions au niveau des stations, je me demande quel effet socio-économique ça pourrait créer en considérant le nombre d'individus dépendants de cette activité-là. Je parle de l'activité et non des consommateurs. Donc, il faut très vite que, en fait, les pouvoirs publics pensent à des palliatifs par rapport à cette situation. Parce que, véritablement, qu'on le veuille ou non, je ne sais pas si on a fait les statistiques pour imaginer, parce qu'on le veuille ou non, quelque chose qu'on peut leur reprocher d'une certaine façon, ils sont les fils du pays et on doit trouver l'aménagement pour que ça ne crée pas d'autres effets sociaux qu'on ne souhaiterait pas. Oui, normalement, ils avaient été recensés, je crois, là. Il y a quelques années, il y avait eu des recensements en ce sens, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont exactement. Oui, mais je voudrais dire un peu comme lui, qu'il faut faire un peu attention à l'économie formelle, ce que ça représente, et l'économie informelle, ce que ça représente au Bénin. Il n'y a pas que le secteur pétrole
dont nous dépendons du Nigeria. Il y a vraiment beaucoup de choses dont nous dépendons du Nigeria. Je veux dire, de façon informelle, la macroéconomie, les chiffres, FMI et autres ne voient pas cet aspect des choses. Et il se fait que, vous voyez, un peu, la dernière fois, il a parlé de résilience de notre économie pendant qu'on a fermé la frontière. Mais écoutez, j'avais dit qu'il y a des gens qui ont souffert de cela. Et c'est une masse de gens. Et ce qui va se produire, plus le Nigeria se développe, renforce son économie, devient plus fort, et donc la vie coûtera nécessairement plus cher au Nigeria. Déjà, vous verrez que la plupart de nos villages se vident de la jeunesse pour aller vers le Nigeria. Et donc, vous verrez que nous aurons une masse de main-d'œuvre qui va se déplacer vers le Nigeria aux dépens du Bénin. Et il y a vraiment beaucoup de facteurs qui ne sont pas visibles, perceptibles pour les chiffres macroéconomiques de FMI dont il faut tenir compte pour ce qui est de notre cohabitation avec le Nigeria et qui font que je crois qu'il est important, comme je l'ai déjà dit, qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse et comme il a dit, qu'il y ait vraiment des gens qui réfléchissent de façon stratégique, pas de façon un individu va faire une action et puis bon après ça passe, mais de façon stratégique. Il faut désormais que nous puissions faire un narratif précis de ce que nous voulons de notre relation avec le Nigeria et de façon stratégique dans le temps, quel que soit le président qui vient, il peut regarder dans ce narratif et se dire oui, quand la situation va comme ça, telle tendance pour le Nigeria, nous devons nous comporter comme ça. C'est ça le problème parce qu'il y a tellement de monde dans l'informel. C'est-à-dire, vous avez parlé, on a fait le recensement, mais c'était pour l'essence. Mais il y a tellement d'autres choses, il y a la main-d'œuvre, il y a tellement d'autres choses dont nous dépendons du Nigeria. Et je pense qu'il faut tenir compte de cela. Oui, tout à fait. Je n'ignore pas du tout les effets, notamment sociaux, qu'on pourrait avoir si effectivement toute la filière venait à sauter. Je suis totalement d'accord. Mais malheureusement, c'est quand même ce que nous enseigne l'histoire. C'est que quand on a inventé la roue, on a fait sauter des millions de métiers dans le transport à dos d'âne. On a fait sauter des millions d'emplois. Quand on a fabriqué la machine à coudre, mais les tisserands manuels dans le bassin lyonnais en France en 1800, ils étaient vent debout. Mais on ne peut pas dire que le but de l'économie, c'est de préserver des rentes ou des situations ou des métiers donnés. Si l'économie fait que, la marche de l'économie fait que tel secteur disparaît ou tel aspect d'un secteur disparaît, d'abord, je ne veux pas faire insulte à ceux qui travaillent dans ces secteurs-là, qui ne seront pas capables de se redéployer dans d'autres secteurs. Et puis, deuxièmement, si on a une économie libre et efficace, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas déplacement de ce qu'on appelle déplacement du capital humain. Donc, il va y avoir simplement des gens qui vont dire, OK, ce n'est plus rentable d'être dans le secteur informel. Si ce n'est plus rentable, ben, je m'adonne à autre chose. Soit j'ai une passion pour le métier de la vente d'essence, et en ce cas-là, je me fais recruter dans une station. Soit je n'ai pas une passion précisément pour ça. J'étais là simplement parce que ça me permettait de vivre. Oui. Et donc, dans ce cas, je continuerai à chercher où, mon capital humain pourra être le mieux valorisé. Et donc, qu'il y ait des déplacements de population de jeunes au Nigeria, moi je suis heureux. Ben, finalement, la CEDEAO, on l'a voulu comme ça. On l'a voulu comme finalement un grand ensemble. Un grand marché. Voilà, où le facteur travail, qui est une mobilité du facteur travail. Alors, dans les faits, c'est compliqué. C'est d'ailleurs dommageable parce que c'est d'ailleurs dommage parce que on signe des traités et on ne les met pas en application. Le traité de libre circulation des personnes et des biens, jamais mis en application.
Donc voilà, donc s'il y a des jeunes qui vont au Nigeria, il y aura aussi des Nigériens qui viendront au Bénin. Parce qu'il n'est pas, il n'est pas dit que le Bénin ferait la même chose que le Nigeria. Le Bénin aura d'autres secteurs d'autres secteurs flamboyants comparés au Nigeria, où les Nigériens voudront venir travailler dans ces secteurs-là au Bénin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un drame que un type de métier précis disparaissent, c'est pas un drame, c'est l'histoire de l'économie, c'est l'histoire, c'est la marche universelle du monde, n'est-ce pas? Et puis, ce n'est pas du tout regrettable qu'il y ait une mobilité du facteur travail. Sur l'automatique. Mais excusez-moi, mais très 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 précis sur ce point-là. Ouais. Le problème, c'est que ça se fait aux dépens de la construction nationale. Le problème, c'est que, écoutez, vous êtes qualifié. Et vous vivez en France. Je suis peut-être désormais. Non, pour quelques jours. Pour quelques jours. Bon, que vous soyez là-bas, peut-être les remittances vont servir à nous faire plaisir ici au Bénin, d'accord? Mais écoutez, vos compétences, c'est un capital économique pour le Bénin. Je prends par exemple, je prends un certain Bertin Naoum, je crois. Naoum, voilà, Naoum, qui a inventé la technologie chirurgicale du cerveau. Regardez le capital qu'il a en tant que poids capital, qu'il a dans l'économie, qu'il sert aujourd'hui. Et les Français se plaisent à dire c'est un Français, un Béninois. Bon, franco-béninois. Oui, mais en même temps, ils l'ont formé, ils l'ont financé. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils ne le fassent pas? Ils l'ont formé, ils l'ont financé. Non, mais je crois ici. Oui, mais il a fait ses écoles d'ingénieur. Il a fait son école d'ingénieur. Donc, s'il n'y a pas la base, il n'y aura pas la formation de là-bas. Oui. Donc, il faut. C'est un très bon point. Il faut dire que ces personnes que nous perdons, que l'Afrique perd, c'est très, très important pour le développement, notre développement économique. Et moi, je pense qu'il faut, et c'est pour cela que je parle de réflexion stratégique. Parce que même que les gens se déplacent au Nigeria, ce sera pour leur bonheur. Individuellement, chacun va se sentir à l'aise. Mais pour la construction nationale, c'est que lorsque vous avez besoin, vous voyez à peu près, on nous a dit des aides de compétences. Par contre, il y a ces compétences-là, Naoum existe de l'autre côté. Et on nous a dit, après maintenant que bon, ça se ramollit un peu ce désert-là pour devenir un oasis. Mais écoutez, les déserts de compétences sont créés donc par ces fuites de cerveau. Et les pays qui sont riches ont tendance toujours à happer le capital humain des pays qui sont pauvres. Et comment on faire maintenir les autres. Oui. Ce point précis, je fais 5 minutes. Non, 5 minutes. 1 minute. Alors, cette thèse que le professeur vient d'exposer est une thèse, effectivement, qui date des années 70 sur le fameux brain drain, c'est-à-dire que il y aurait la migration ferait que la fuite des cerveaux, n'est-ce pas? Mais depuis les différents papiers en économie depuis 2010 montrent plutôt un brain gain, c'est-à-dire même quand on exporte, et notamment, on l'a vu avec la diaspora chinoise, tout le monde disait oh là là, tous les Chinois partaient à Harvard, partaient à Centrale Polytechnique, etc. en France. Ce qui s'est passé, et ça les chercheurs l'étudient aujourd'hui, c'est que finalement ces gens-là, c'est pas que les remittances qui renvoient, eh bien, les écoles d'été, les summer schools par exemple. Ce que je me suis, c'est les transferts d'argent. C'est exactement, les transferts d'argent, pardon. Nous avons un public francophone. Oui, en effet. Donc, en fait, il n'y a pas que les transferts d'argent. C'est que ces gens-là, parfois animent des summer schools dans leur pays, donc retransmettent du capital, donc la formation dans leur pays d'origine, etc., etc. Donc, il y a d'autres canaux de transmission que le canal du transfert d'argent qui existe aujourd'hui. Et pour l'Afrique, et c'est un papier publié par la BAD, donc on ne peut pas dire que c'est un institut de recherche occidental donc qui aurait un agenda, mais la BAD a sorti un papier tout récemment, 2020-2021, qui montre que, en fait, pour l'Afrique, c'est plutôt un brain gain et pas un brain drain. C'est-à-dire, ce n'est pas une fuite des cerveaux,
c'est plutôt un gain de cerveau. Je schématise. Voilà. Je voudrais lire lire ce document. Oui, on va en parler ensuite. Allez-y. Je pense, comme le disait François Xavier tout à l'heure, en fait, les deux vont de pair. En fait, vous exportez, vous avez du potentiel. Ce potentiel, vous allez renforcer, en fait, affûter, s'il faut le dire, en fait, ce potentiel. Et en fait, les gains de ce potentiel, c'est pour vous, c'est pour le pays de destination, mais aussi c'est pour le pays de provenance. Donc, il ne faut pas ignorer en fait l'apport en fait de ces pays de destination dans comment dire l'acquisition de ces différentes capacités de l'individu. De sorte que même si vous êtes intelligent n'importe comment, vous allez dans un contexte qui ne vous permet pas de vous éclore, vous n'allez pouvoir rien produire. Vous allez peut-être carrément vous baisser dans autre chose. Il faut que le contexte soit propice par rapport à ce que vous avez comme prérequis. Et donc, c'est en cela qu'on peut dire, d'une certaine façon, que bon, c'est un peu comme un peu du donnant-donnant. Donc, mais l'essentiel, c'est que chacun travaille à ce que les conditions soient chez soi pour pouvoir maintenir d'une certaine façon ce qu'on peut appeler ses cerveaux. Je reviens sur le sujet des faits sociaux pour dire, en fait, lorsqu'il y a de cette transformation-là, je pense que les États responsables mettent toujours en place des mécanismes pour contrer peut-être les velléités ou peut-être les travers que cette transformation sociale, d'une certaine façon, peut engendrer. Je me dis, ce serait complètement irresponsable d'ignorer en fait cette masse en fait de population qui est pour la plupart même juvénile d'une certaine façon pour dire bon, ils vont s'intégrer, ils vont se réorienter. Non, je pense que beaucoup de femmes aussi. Beaucoup de femmes. Parce que surtout que nous sommes dans un contexte où pour notre sécurité financière, on a corsé un peu la politique répressive par rapport à un certain nombre de choses. On ne peut pas être en train de faire ça. Pouvoir orienter davantage les gens vers peut-être le mieux-être ou bien de quitter les travers et dire que ceci ne doit pas constituer une préoccupation de gouvernance politique. Je ne pense pas que ce soit possible parce que ce serait comme si on remettait en cause tout ce qu'on a mis en place jusque-là, surtout que nous sommes à l'aide du redressement social. En fait, les acteurs du redressement social ne peuvent pas laisser en fait un tel effet social de la communauté. Oui, précisément. Oui. Je voudrais rappeler simplement une phrase de Jean Baudin qui dit: le souverain fait la monnaie, mais ne fait pas les prix. Donc le prix, c'est le marché. C'est le résultat, n'est-ce pas, de l'échange entre des individus libres. Pour autant qu'on laisse l'échange libre, le résultat est forcément le juste prix. C'est ce que disait déjà saint Thomas d'Aquin. Oui, d'accord, mais bon, il y a des postes de vulnérabilité dont il faudra s'occuper en temps. Oui, mais attention quand même à ne pas, parce que il n'y a rien de plus. Milton Friedman dit que. Et ça, c'est le libéralisme plus. Non, pas du tout. Le libéralisme, pas du tout. Je disais que c'est un nom qui cristallise des esprits. Oui. Mais bon, il dit il n'y a rien de plus durable que des politiques publiques temporaires. C'est-à-dire, si on dit, OK, il faut se préoccuper de l'aspect social, on va mettre temporairement. Un chèque énergie pour les 20% les plus pauvres de l'économie, pour qu'eux, ils ne subissent pas la hausse. Eh bien, je vous assure que si on dit temporairement c'est 2 ans, vous revenez 5 ans après, vous avez toujours les chèques d'énergie. Voilà, il nous reste exactement 5 minutes. Je vais vous poser une question pour qu'on sorte de ce débat. On aura l'occasion d'en faire d'autres. Il y a quelques années, on a vu le boom des stations-service. Après, ça s'est, on va dire, quelque peu calmé. Alors, est-ce que ce qui se passe n'est pas un autre appel d'air pour que ceux qui ont du capital puissent, saisir l'opportunité tout simplement parce que l'autre question, c'est on a bien constaté effectivement beaucoup de stations-service n'étaient pas préparées à cette hausse brutale. On a vu des queues, même si bon, ça a l'air d'être jugulé. Mais si la situation doit perdurer, inévitablement, il faudra que l'infrastructure se bonifie. Mais moi, j'ai constaté de nouveaux investissements dans le secteur. Des stations qui n'avaient pas encore été c'est ce que je dis. Remises au goût du jour. Voilà. On commençait à se mettre au goût du jour. Et moi, je crois que, en fait,
Moi, ce développement ne me gêne pas en tant que tel. Mais, excusez-moi de revenir un peu sur cette question de brain drain, brain gain. Le problème avec nos pays africains, c'est qu'on est dans un certain rapport de force où il n'y a jamais de gain. C'est ça le problème. Et d'abord, nous-mêmes, au plan national, nous ne faisons rien pour capitaliser, pour permettre que les conditions soient bonnes pour le gain. Vous voyez. Et de sorte que, donc, lorsque moi, c'est un peu comme le Nigeria même, j'étais en colloque avec des Nigériens la dernière fois, et un article est apparu, bam, comme ça. Et dans l'article, il était question du fait que on passe l'argent aux Nigériens pour leur dire, bon, allez vous faire former dans les pays Harvard et autres, dans les grandes universités. Et quand ils vont, ils signent bien des contrats pour dire, OK, je vais revenir, il n'y a pas de problème, avec huissier, même avec notaire, pardon. Même. Mais dès qu'ils vont et qu'ils ont fini leurs études, c'est que les grandes compagnies, là, c'est fini, vous ne pouvez pas partir, on les maintient dans le pays. Et c'est une perte au Nigeria. Et ça, c'est le rapport de force aujourd'hui n'est pas encore en faveur de nos pays. Il faut créer les conditions. Et ensuite, nous-mêmes, nous ne créons pas les conditions pour qu'il y ait ce gain-là. Voilà. J'espère que ça va changer. Et c'est pourquoi je parle de réflexion stratégique. Voilà, 2 minutes, une minute. Une minute. Alors, une minute, donc, alors, sur ce que vous avez évoqué, c'est précisément l'aspect caché qu'on ne voit pas de cette hausse de prix, dans le secteur informel. C'est que ça va créer des opportunités d'investissement dans d'autres secteurs, et notamment l'aspect formel du secteur pétrolier. Donc, vous voyez, les gens vont dire, oh là là, regardez le drame, des gens vont perdre leur emploi, c'est insupportable, ils ont une famille, etc. Mais en même temps, ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas, la grande leçon en économie, ce qu'on ne voit pas, c'est toutes ces opportunités d'investissement, en station, etc., qui vont se créer. Et qui vont peut-être récupérer la main-d'œuvre qui était dans l'informel. Si le but de l'économie, moi, depuis que je suis de façon sérieuse de l'économie, on me dit au Bénin, il faut réduire l'espace de l'informel au Bénin. Ben, si par bonheur, on a l'occasion de réduire le périmètre de l'informel. On devait être heureux, c'est ça. Julio, pour finir. Les conditions sont remplies aujourd'hui pour le développement de ce type d'investissement. Parce qu'en fait, le problème que nous avons, les experts vous le diront, nous avons un problème de stockage d'une certaine façon. Donc, il faut augmenter la capacité de stockage. L'autre chose, vous allez voir, les stations sont beaucoup plus concentrées dans les grandes villes. Et c'est normal. C'est en tenant compte, en fait, du milieu, de ce que, du retour sur investissement, du marché, d'une certaine façon. Donc, si vous allez prendre votre station, mettre ça dans une localité où les gens vous n'êtes pas capable de vendre 100 litres par jour, ce n'est pas rentable. L'autre chose, il y a aussi les milieux. Vous allez mettre votre station quelque part dans ces mercredis ou tout là, vous êtes sûr de ne pas pouvoir, parce que vous savez, quand vous migrez vers là-bas, le coût de pailleur baissant, ça fait quoi? Et je pense qu'à un moment donné, les gens même ont pensé à une stratégie pour équilibrer d'une certaine façon, pour en fait une politique d'affichage des prix, justement. Des prix. De sorte que lorsque, par exemple, c'est à 650 et à 550 au bord de la voie, donc rapidement le consommateur va vers la station. Mais quand le déséquilibre est trop, même si je connais en fait les vertus de la station, je préfère aller d'une certaine manière. Donc, il y a aujourd'hui, l'opportunité s'ouvre maintenant aujourd'hui pour que les zones périphériques, en fait, soient maillées aussi. Soient maillées. Donc, j'ai appris qu'il y a des politiques incitatives aujourd'hui en cette matière. Donc, c'est le moment, c'est l'occasion d'inciter davantage ou bien d'informer les opérateurs économiques à une sorte une sorte d'orientation de leur investissement. Merci beaucoup, Julio Tometti. Je rappelle que vous êtes analyste politique et juriste. Docteur Paul-Marie Ouessou, analyste politique, journaliste et beaucoup d'autres casquettes. Sofoni Jed Kaboulé, économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées, en espérant vous retrouver dès demain ou après-demain pour d'autres développements. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur notre compte YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre compte Twitter ETélé Live et notre
compte Facebook E-Télé en direct. Et bien évidemment, continuez par nous suivre en direct via notre application E-Télé BDM. Merci de nous avoir suivis. À demain, même chaîne et même heure.